Voilà, je pense que ceux qui se sont connectés sont déjà connectés. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, chers confrères, chères consoeurs. Si vous êtes d'accord, on va prendre la liberté de patienter encore quelques minutes pour qu'un maximum de gens à distance puissent encore se connecter. Il y a déjà une partie des gens qui sont connectés. Et en attendant qu'ils arrivent, vous avez normalement sous vos yeux les intervenants de ce webinaire de ce jeudi 20 février. Merci déjà à ceux qui sont connectés et ceux qui vont nous rejoindre. Euh, D'ici peu, vous allez avoir un mot d'introduction de notre président, Charles Boulen. Vous voyez tout le monde encore à l'écran. Voilà. Je vous expliquerai après le mot d'introduction de notre cher président euh, les modalités de ce webinaire. Je peux déjà vous dire qu'il se terminera en principe à 19h30 et les modalités pratiques. Mais peut-être, voilà, je vois qu'il y a déjà quand même 22 personnes qui se sont connectées en dehors des gens que vous voyez à l'écran. Et les panélistes, c'est des hommes, mais Dieu merci, nous avons aussi une femme et jeune de surcroît. Donc, c'est très bonne nouvelle pour le RIFRES. Nous avons une femme avec nous aujourd'hui et plus jeune que la moyenne des gens que vous voyez sur l'écran. Voilà, donc moi je suis Paul Demung, vice-président du RIFRES, médecin généraliste de formation et de santé publique. Et aujourd'hui, je vais offrir mes services au RIFRES pour animer ce webinaire. Et comme vous pouvez le constater, il y a des personnes vraiment impressionnantes qui vont partager avec vous leur expérience autour de l'écran. Et sans plus tarder, pour respecter le timing, je passe la parole à notre président Charles Boulen, que je pense il ne faut plus présenter. Mais enfin bon, voilà, sachez que quand même, c'est un expert de l'OMS et qui a beaucoup travaillé sur la pédagogie médicale et qui est notre père fondateur du RIFRES. Charles, tu as la parole et je demande alors à tout le monde d'éteindre son écran et son micro pendant que Charles intervient. Alors, je sais que Charles a souvent plein de choses à dire et à chaque fois qu'on l'écoute, même si on l'a déjà écouté 20 fois, c'est encore passionnant la 21e. Mais Charles, malheureusement aujourd'hui, tu as 5 minutes et je vais être le gardien du temps. Merci Paul. Eh bien, bonjour chers collègues, chers amis, bienvenue au premier webinaire du RIFRES. Alors vous avez vu le thème, hein, c'est un thème très attachant, responsabilité sociale et impact sur la santé. Alors ça nous dit déjà pas mal de choses parce que nous pensons effectivement que pour avoir un impact sur la santé, disons un meilleur impact et un impact durable, pensons que il faut effectivement passer par un mode de réflexion différent de celui que nous avons aujourd'hui. Et il semble que la responsabilité sociale, c'est une façon d'améliorer cet impact puisque nous allons nous remettre en question en fonction des besoins de la société. Ensuite, la deuxième partie du titre est très évocateur aussi. Nous parlons de culture. Alors, effectivement, c'est une culture dans le sens où la culture est une façon très particulière de voir la vie, de lui donner du sens. Et donc, effectivement, il me semble que la responsabilité sociale, c'est une culture. Je dirais même que j'utiliserai voilà, une expression mais que je vais expliquer dans un instant. C'est un paradigme un peu inversé. Ce que nous faisons d'habitude dans notre profession et dans nos institutions, nous faisons des choses le mieux possible et nous essayons de les améliorer. Et au bout du compte, le résultat de nos actions, nous l'offrons à la société. Et c'est un peu comme si on disait maintenant, voilà ce que nous avons fait et vous en faites, en tirez le meilleur parti. Donc ça, c'est une façon de faire qui est un peu générale, évidemment. Mais dans la responsabilité sociale, c'est un peu inversé. C'est-à-dire qu'on se demande quelle est notre société, quelles sont ses caractéristiques, quels sont les défis auxquels elle doit faire face et comment va-t-elle relever ces défis dans le monde qui arrive. Donc voilà, c'est un effort prospectif et c'est en fonction de cela que nous allons réfléchir sur les actions que nous allons conduire. Donc ça, je l'appellerais donc un paradigme inversé. Ça peut changer beaucoup de choses parce que
une fois qu'on a une lucidité sur la problématique de santé dans nos sociétés et à plus long terme, on peut remettre en question beaucoup de choses, y compris ses propres missions, ses actions, ses façons de faire et de collaborer. Donc voilà, c'est un peu le sujet de notre webinaire. Évidemment, cette réflexion ne s'applique pas seulement aux facultés de médecine. Comme beaucoup de collègues nous disent, ben, ça s'applique à tous les grands acteurs de santé, les professionnels de santé, les hommes politiques, la société civile, bien entendu. Bien entendu. Mais il faut reconnaître que les facultés de médecine sont un point d'entrée stratégique dans le système de santé. Étant donné... Oh, je n'avais pas prévu ce téléphone. Et voilà, je l'arrête, excusez-moi. Et voilà, tu peux le déduire de mon temps, Paul. Mais ce que je voulais dire, c'est que les facultés de médecine étaient un point formidable pour réfléchir sur l'évolution du système de santé, étant donné les missions de formation, de recherche et de service. Voilà. Voilà où nous en sommes. Je voudrais remercier particulièrement nos amis africains et donc les facultés de médecine d'Afrique qui vont s'exprimer aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui se pratiquent en Afrique d'une façon générale et dont nous ne connaissons pas tout à fait le contenu. Et donc, voilà, c'est le prétexte d'une conversation avec nos amis africains pour un peu revoir un peu, justement, comment la culture de la responsabilité sociale pourrait se développer et s'améliorer dans les facultés de médecine d'une façon générale. Merci mon ami Paul. J'espère que je suis dans les temps. Chez mon micro, voilà, c'est fait. Bravo à toi d'avoir respecté le timing, Charles. Je sais que tu as tellement de choses à partager avec nous, mais tu as dit, je pense déjà, l'essentiel pour introduire ce webinaire aujourd'hui. Est-ce que on a peut-être oublié de présenter Mathieu, merci Mathieu, notre technicien qui est à la régie pour organiser tout ça sur le plan technique. Est-ce qu'on pourrait présenter le programme du séminaire, voilà, du webinaire? Merci beaucoup. Merci. Voilà, comme vous le voyez, donc, les intervenants auront chacun, donc on va commencer par, je présenterai au fur et à mesure les intervenants à chaque fois avant qu'ils ne démarrent leur présentation. Mais donc, Holden, Fatikba, Isaac Pata, Midat auront 15 minutes, Sheila et Shekna aura 10 minutes et Adam Moussanou 10 minutes. Puis il y aura une discussion générale qui pourra durer 30 minutes en principe si nous respectons le timing. C'est très important pour nous qu'on puisse justement vous donner l'occasion de, de poser vos questions dans les questions-réponses QR que vous voyez au bas normalement de votre écran. Donc, ce n'est pas le chat. Le chat ne fonctionnera pas pour les participants à distance, que ce soit clair. Mais dans la rubrique Q et R en bas, quand vous cliquez dessus, vous pouvez poser une question et c'est notre secrétaire général Ahmed Maherzi qui va se charger, merci Ahmed, de sélectionner les questions, de les transmettre aux orateurs ou aux panélistes. Voilà. Alors, je sais que l'exercice est parfois un peu frustrant quand il y a beaucoup de questions. Parfois, il faut faire des choix, donc on s'en excuse à l'avance, mais je pense qu'Ahmed a l'habitude de faire ça et il essaiera dans la mesure du possible que tout ce que vous exprimez dans le Q et R soit répercuté au niveau de notre webinaire. Voilà, et le mot de la fin, donc Joël Ladner a accepté, Joël Ladner que vous connaissez aussi, qui est un membre du RIFRES, bien sûr, de longue date. Il pourra alors faire à la fin une synthèse, il nous donnera les messages clés. Merci d'avance à Joël de faire ça. Et le mot de la fin reviendra au président aussi. Voilà, donc sans plus attendre, 3 expériences de terrain maintenant, illustrant des approches spécifiques pour introduire le concept de la responsabilité sociale en santé et dans les facultés de médecine africaine. Et les premiers intervenants, on peut faire disparaître maintenant le programme, merci beaucoup. Donc les premiers intervenants, c'est le docteur Holden, le professeur Holden Olatunji Fatikba, qui est, si je ne me trompe pas, neurochirurgien à la base, qui a été professeur titulaire des universités au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, et qui est aussi doyen de la faculté de médecine de l'université de Parakou au Bénin. Il pourra rajouter éventuellement quelque chose de pertinent à ses yeux que j'aurais omis et je m'en excuse à l'avance. Et je vous l'ai dit,
il fallait faire une présentation conjointe avec notre jeune consoeur qu'on accueille avec un immense plaisir, Dr Sakpata Amidat, qui est médecin généraliste, et ça fait plaisir aux médecins généralistes que vous avez en face de vous à l'écran pour l'instant, et qui est aussi, qui fait des travaux, mais ça elle vous expliquera elle-même sans doute, à la faculté de médecine de l'université de Parakou. Donc, sans plus attendre, responsabilité sociale de la faculté de médecine de l'université de Parakou à travers les stages en zone, deux points, évaluation en 2024 et perspective, fatigue bas et Sakata, c'est à toi. Merci, cher ami. Je peux donc prendre la parole en commençant par partager mon écran. Je voudrais Et donc, je m'assurer que je rappelle suis 15 minutes si tu veux bien. pleinement visible. Il n'y a aucun souci. Merci, cher ami. Alors, comme dit, c'est un plaisir pour nous de prendre part à cette conférence en représentant l'Université de Parakou à travers la fac de médecine. Et je vais commencer mes propos en rappelant cette citation labellisée de Charles auprès de l'OMS, Charles qui est en lien avec nous, qui nous rappelle que quand on parle de responsabilité sociale des facultés de médecine, c'est l'obligation d'orienter la formation qu'elles donnent, les recherches qu'elles poursuivent et les services qu'elles dispensent vers les principaux problèmes de santé de la communauté, région et nation qu'elles ont comme mandat de servir. Je l'ai dit tantôt, cela vient de Charles Boelen, mais qu'il a labellisé via l'OMS depuis 1995, un concept que s'approprient les facultés de médecine. Et donc, qui dit responsabilité sociale au sein de nos facultés dit changement de perception, et nous avons trouvé comme meilleur instrument les stages en zone, qui sont devenus aujourd'hui le meilleur moyen pour rendre service à la communauté, pour évaluer notre faculté, mais aussi pour faire la promotion de l'excellence. Alors, ces stages sont, dans notre contexte, appelés des stages hors CHU et les noms varient d'une faculté à l'autre. C'est appelé tantôt stage en zone rurale et certains, comme si c'était prémonitoire, ont parlé de stage de responsabilité. C'est en réalité une obligation qui est faite à la faculté de médecine de l'université de Parakou pour les étudiants qui sont en fin de formation. Il se passe toujours en zone dite rurale. Alors, lorsque nous sommes arrivés aux affaires en 2021, nous avons considéré remodeler un peu ces stages et les réorienter proprement dit sur la responsabilité sociale, ce qui nous permettrait de nous porter vers une accréditation et faire de notre faculté de médecine un des meilleurs établissements en formation de santé dans la sous-région. Alors, la faculté de médecine de l'Université de Parakou, pour les amis qui sont loin du Bénin, elle a été créée en 2002. L'université elle-même se situe à 455 km, donc 7 heures de route de Cotonou, et Parakou étant la troisième ville à statut particulier dans le département du Borgou. On a une faculté qui a une capacité d'accueil de 1200 étudiants, tout groupe pédagogique compris, et en moyenne, on a entre 80 et 110 médecins qui sont produits chaque année. Alors, pour mémoire, le Bénin, c'est un pays francophone de l'Afrique de l'Ouest. Alors, comment avons-nous procédé? Nous sommes à Parakou, donc dans le département du Borgou, je l'ai dit tantôt. Donc, nous avons, comme le montre cette carte, les 4 principaux départements du nord du Bénin, qui sont le Borgou, où la faculté est, avec une population de 700 et quelques mille habitants pour 25 000 km², le département de la Donga, 350 000, la Libouri, 521 000 pour 26 242 km, et puis le département de la Takora, qui sont les 4 départements du Nord pointés par des flèches jaunes sur la carte qui est projetée. Mais le plus important à comprendre, ce ne sont pas les chiffres, c'est de constater que ces 4 départements à eux seuls font une population générale de 2 144 000 habitants et 62% de cette population est rurale et agricole. Alors, en termes de volume, c'est que le Bénin, nous sommes 10 millions d'habitants et donc ces 4 départements, de par leur population, représentent 21% de la population générale. Par contre, en termes de superficie, elles représentent 74% du territoire national. Pour faire court, c'est qu'on a 21% de la population du Bénin dans 4 départements, mais qui occupent 74% du territoire national.
Donc, quand on le lit à l'envers, ça veut dire que 80% de la population du Bénin est concentrée sur 26% du territoire, c'est-à-dire que cette population de 21% est désertée, ce qui sous-entend forcément un déficit en compétences, un déficit en infrastructures sanitaires, socio-éducatives et tout ce qui va avec. Ces données sont de la direction des études démographiques. Donc, ces départements étaient vraiment le symbole de ce qu'il fallait assister et pour cela, nous avons porté notre dévolu sur ces départements. Donc, les acteurs impliqués pour faire ce travail ont été les directeurs départementaux de la santé, les encadreurs et maîtres de stage et les stagiaires eux-mêmes, c'est-à-dire les étudiants de la 7e année de médecine. Nous avons auprès, dans cette démarche de responsabilité sociale, nous avons auprès des directeurs départementaux de la santé organisé une rencontre où la vision a été expliquée. Nous avons présenté en quoi ces stages sont remodelés en termes de responsabilité sociale, mais nous avons aussi recueilli les attentes et les préoccupations de ces acteurs pour mieux orienter les objectifs. Auprès des encadreurs de stage, nous avons présenté le profil des apprenants, leur rappeler leurs responsabilités, mais surtout, il était question de les briefer sur les droits et la sécurité des patients, mais surtout des stagiaires. Et auprès des stagiaires eux-mêmes, avant de les envoyer sur le terrain, ils ont été briefés sur les enjeux et les concepts de responsabilité sociale. 2 formations ont été faites sur les objectifs et puis les dispositions à prendre en cas de situation d'urgence administrative. C'est donc toute cette préparation qui a fait l'objet d'une thèse qui a été soutenue en décembre 2024, soutenue par le désormais docteur Sapata Amidat, dont l'intitulé était « Responsabilité sociale de la faculté de médecine de l'Université de Parakou à travers les stages en zone, évaluation et perspective ». Ça a été fait en respectant les normes d'une thèse de doctorat et donc la durée de stage était de 3 mois. C'est ce qui est important à dire. Alors, une fois que ça a été fait, les perspectives actuelles, c'est de conférer un statut juridique à ces stages en zone en tant que levier principal de la responsabilité sociale de notre faculté, d'orienter ces stages comme des stages de pré-insertion et d'impliquer davantage les bailleurs de fonds et les partenaires financiers dans l'organisation de ces stages en zone pour les rendre pérennes dans la durée et dans la durée en termes d'années, mais dans la durée en termes de durée de stage proprement dit. Mais il est aussi question d'axer désormais les sujets de recherche de la faculté sur les données de retour de stage offerts par les étudiants à travers nos chefs de département et enfin faire de la responsabilité sociale un modèle accompli pour l'accréditation et l'excellence de notre faculté. Voilà ce que je voudrais dire en laissant à présent le docteur Sapata présenter de manière concrète ce qui a été fait sur le terrain. Je vous remercie, chers amis. Donc, docteur Sapata, vous pouvez vous installer. Permettez-moi avant tout propos d'exprimer ma gratitude pour la parole qui m'est accordée et de saluer l'intervention de mon prédécesseur. Mesdames et messieurs, participantes et participants à cette conférence, à la suite de l'intervention du professeur Fatiba, je suis honorée de vous présenter les résultats auxquels nous sommes parvenus au thème de cette étude que j'ai pris du plaisir à mener dans le cadre de ma thèse de doctorat en médecine, diplôme d'État. Je suis Sapata Amidat, docteur en médecine, entièrement formée à la faculté de médecine de l'Université de Parakou. Il convient de souligner que la responsabilité sociale des facultés de médecine n'est pas un concept abstrait, encore moins simple idéal. C'est un engagement concret, mesurable et pourtant perfectible. La présentation de ces résultats se fera en 2 points. Il s'agira premièrement de présenter la répartition des stagiaires ainsi que les activités réalisées au cours de ces stages en zone, puis d'exposer leur impact sur les différents acteurs impliqués. Chers participants, nous allons dès à présent nous pencher sur les activités de responsabilité sociale de la faculté de médecine telles qu'elles se déploient au travers des stages en zone. Durant la période de 3 mois de stage en zone, 95 stagiaires ont été répartis sur 56 lieux de stage couvrant 10 zones sanitaires réparties sur 4 départements. Ces stagiaires ont été encadrés par 100 professionnels de santé à travers 133 services différents. Pour donner un aperçu de la répartition des stagiaires, nous avons pris en compte les départements du Nord ainsi que les zones sanitaires qui les composent. Dans le département du Borgou,
Les stagiaires ont été répartis dans les 4 zones sanitaires avec des nombres de stagiaires variant entre 9 et 14 par zone. Dans le département de l'Atakura, tous les stagiaires ont été concentrés dans une seule zone sanitaire avec un total de 5 stagiaires. Poursuivons avec la répartition des stagiaires dans les autres départements. Dans le département de la Liborie, un total de 33 stagiaires ont été déployés dans les 3 zones sanitaires. L'une a accueilli 15 stagiaires et les 2 autres en ont reçu 9 chacune. Le département de la Donga a bénéficié de la présence de 13 stagiaires répartis sur les 2 zones sanitaires. En 3 mois de stage, les activités cumulées réalisées par les stagiaires ont été 63 600 consultations curatives, 12 045 visites et soins aux patients hospitalisés, 1 305 assistances au bloc opératoire, 1 639 cours hospitaliers et 422 autres activités réalisées. Les stagiaires ont rapporté les pathologies fréquemment rencontrées dans les différentes structures de santé parcourues. Et il ressort que le paludisme était l'affection la plus fréquemment rencontrée dans 76% des cas. À sa suite, les infections digestives avec une fréquence de 62%, suivies par les pneumopathies infectieuses enregistrées dans 60% des cas. L'hypertension artérielle et les urgences obstétricales ont été rapportées chacune dans 25% des cas, les infections génito-urinaires dans 24% des cas. Dans des proportions moindres, la malnutrition aiguë et les pathologies traumatiques des membres ont été recensées dans 22% des cas. Les pathologies abdominales chirurgicales représentées dans 14% des cas et les dermatoses dans 10% des cas. Mesdames et messieurs, chers participants, après avoir examiné la répartition des stagiaires ainsi que les différentes activités menées, intéressons-nous maintenant à un aspect fondamental, l'impact des stages en zone. Sur les 95 stagiaires déployés en zone, 96% ont rapporté avoir impacté positivement l'efficacité du personnel soignant et amélioré les diagnostics posés ainsi que la prise en charge thérapeutique. 61% et 72% des stagiaires ont respectivement rapporté avoir contribué à l'augmentation de la fréquentation des centres et à la prévention des infections. Enfin, 88% ont rapporté avoir augmenté la rentabilité financière de ces centres. Sur l'ensemble des 95 stagiaires déployés en zone, 26% ont jugé la prime mensuelle de 50 000 francs CFA satisfaisante et 14% l'ont considérée insuffisante. La moyenne des proportions de primes mensuelles faites par ces derniers était de 93 115 francs CFA, soit l'équivalent de 143 €. Sur un total de 30 autorités sanitaires, 93% ont déclaré que les stagiaires ont contribué à renforcer l'efficacité du personnel soignant et à améliorer la prise en charge diagnostique et thérapeutique. 57% ont déclaré que les stagiaires ont permis d'augmenter la fréquentation des centres. Et 77% ont affirmé que les stagiaires ont contribué à la prévention des infections. 57% ont déclaré que les stagiaires ont amélioré la rentabilité financière de ces centres. En ce qui concerne l'appréciation des stages en zone par les stagiaires eux-mêmes, il ressort que sur un total de 95 stagiaires, 13% ont estimé que les stages étaient bien, 25% ont estimé que les stages étaient très bien, 1% ont jugé les stages comme étant assez bien. Par contre, 1% ont exprimé une appréciation négative, qualifiant leur expérience de mauvaise. Parmi les 95 stagiaires en zone, 96 ont déclaré qu'à travers ces stages, la faculté a été socialement responsable et 93% des 30 autorités sanitaires ont exprimé un avis similaire. Mesdames et messieurs, les stages en zone version responsabilité sociale ont été pour moi une expérience humaine des plus enrichissantes. Leur impact s'est révélé bénéfique à divers niveaux. Pour les populations qui ont bénéficié de soins plus accessibles, pour les étudiants dont les compétences pratiques au contact des réalités du terrain ont été renforcées, et pour la faculté de médecine qui y trouve un levier puissant pour affirmer son engagement envers la société. Ces stages ont impliqué les étudiants dans un nombre considérable d'activités de soins communautaires, contribuant ainsi à renforcer leur formation et à affermir leur vocation. L'impact observé ne laisse place à aucun doute. Ces stages répondent aux attentes de la responsabilité sociale et doivent inspirer une évolution plus profonde. Et les résultats obtenus, ainsi que les enseignements tirés, nous invitent à adapter davantage l'enseignement théorique, à orienter la recherche vers la résolution des problématiques en santé prioritaire et à pérenniser les services de soins aux populations. En poursuivant cette dynamique, la faculté de médecine de l'Université de Parakou renforce son identité et se rapproche de son processus d'accréditation, affirmant ainsi sa place parmi les institutions engagées dans un véritable impact sociétal.
Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Dr Holden Olatunji Fatigba, professeur, et à toi, Amidat Sakpata, pour cette très intéressante présentation. J'invite maintenant tout de suite Sheikh Nassila, donc le professeur Sheikh Nassila, qui peut, voilà, merci, il est là, vous le voyez. On peut demander à Fatigba d'éteindre son écran et son micro. Merci, voilà. Et donc, il va nous parler, donc, professeur Sheikh Nassila, il est urologue, andrologue, si je ne m'abuse, de formation. Il est l'ancien doyen de l'unité de formation et de recherche des sciences de la santé de l'université Iba Der Thiam de Thiès au Sénégal. Et je lui cède tout de suite la parole pour nous présenter l'approche de la responsabilité sociale en santé, je pense que c'est en santé, dans les facultés et les unités de formation et de recherche de médecine au Sénégal. Professeur, vous avez 10 minutes et je remercie Fatigba et Amitat d'avoir strictement respecté leur timing et sûrement que le professeur Sheikna va faire la même chose. Merci. Merci beaucoup, Paul. En tous les cas, nous sommes très heureux aujourd'hui de nous retrouver autour de ce thème de responsabilité sociale qui nous passionne tous, hein, depuis que nous avons tous pris le virus entre Charles, avec Charles ou avec Ahmed Meherzi. Donc, je vais vous parler un peu de l'approche de la responsabilité sociale dans les facultés UFR de médecine au Sénégal, plutôt dans une approche très synthétique pour dire un peu où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qui se passe réellement. Au Sénégal, il faut qu'on ait organisé les établissements de formation en santé et enseignement supérieur sont organisés autour d'une conférence des doyens qui regroupe 5 établissements publics, facultés UFR, et 5 établissements privés. Donc, il y a l'Université de Dakar, qui est la maison mère, avec toutes les universités UFR régionales, mais également les établissements privés, ce qui donne un cadre de collaboration et d'échange qui est très enrichissant. Alors, le concept de responsabilité sociale est bien connu au Sénégal. Il est intégré au référentiel des accréditations au niveau de l'Agence qualité de l'enseignement supérieur. Il est démontré de façon variable, ça je le dis étant expert de cette agence, on se rend compte que la démonstration de cette responsabilité sociale est faite, mais de façon variable, ce qui pose le problème aussi de savoir quel référentiel il faudrait consolider afin de mieux démontrer en tous les cas notre engagement en responsabilité sociale. Alors, la responsabilité sociale, il faut savoir que les actions sont souvent orientées vers un territoire. Il y a beaucoup d'exemples. Hein. Par exemple, je prends le cas de Thiès. Il y a eu des actions vers la maison d'arrêt et de correction qui occupait le même territoire pour apporter assistance aux personnes privées de liberté. Ça va souvent vers les dispensaires, les villages, vers ce qu'on appelle chez nous les daras, c'est-à-dire c'est les élèves des écoles coraniques qui sont des populations qui sont quelquefois vulnérables. Et donc, il y a des actions souvent qui sont menées de ce côté-là. Les actions également sont menées autour d'associations, et quelquefois de spécialités. En tant qu'urologue, je peux citer par exemple les campagnes de circoncision. Il y a également des partenariats avec des associations de chauffeurs. Par exemple, les ophtalmos ont mis en place des explorations des champs visuels afin d'avoir plus d'impact par rapport aux chauffeurs et certains types d'accidents qui, en fait, découlent quelquefois de grosses anomalies oculaires. Il y a eu une forte implication des étudiants durant la pandémie Covid. Et là, on a vu également les universitaires beaucoup participer. Donc là, c'était un moment vraiment crucial d'intégration où tout le monde a fait ce qu'il pouvait. Et il faut dire aussi que la collaboration avec les universités et le ministère de la Santé est beaucoup plus marquée dans les régions. Ça a permis, comme on l'a dit tantôt, d'apporter des spécialistes, de les fixer dans les régions. Et ça également, c'est un apport certain en responsabilité sociale quand on voit les taux d'évacuation sanitaire, mais également la prise en charge adéquate par rapport à de nombreuses pathologies qui ne se faisaient pas dans le temps. La mission de responsabilité sociale par rapport aux différentes facultés UFR est différemment valorisée par les autorités décanales. Certains établissements ont des points focaux de responsabilité sociale. Bon, bien sûr, la récupération parfois politique est là, donc, et sans impact médical certain, ce qui veut dire que peut-être qu'on a mal bouclé le partenariat afin d'en avoir le maximum de positivité.
ne figurent pas toujours dans le curriculum de formation. Ça c'est également un problème. Quand on parle de responsabilité sociale actuellement, ça apparaît en fin de cycle doctoral. Il y a des exemples de curriculum où, par exemple, il a été mis dans les stages des camps de responsabilité sociale. Ça, c'est un fait. Mais on en parle souvent qu'en fin de formation. Donc, c'est vers la fin de la formation qu'on évoque la responsabilité sociale, ce qui prête aussi à discussion pour essayer de parfaire quand même ce concept et cette approche. Il existe des travaux en responsabilité sociale, mais sans publication ou grande diffusion. Quand on repasse en revue certaines thèses, quand on repasse en revue certains articles, on voit bien qu'il y a eu des travaux, il y a eu en responsabilité sociale, mais il n'y a pas eu de grande vulgarisation de ces travaux. Le constat, c'est que on voit que souvent les actions sont menées par les étudiants. Alors, quelle corrélation avec les besoins des populations? Ce n'est pas toujours démontré. Des étudiants autour de leurs amicales se regroupent et font des actions, mais c'est quelquefois orienté vers le terroir de l'un, vers le terroir de l'autre, sans pour autant qu'on ait forcément une excellente corrélation avec les besoins de population. L'appui par les autorités universitaires est inconstant ou variable, si bien que l'organisation de beaucoup d'actions est quelquefois défaillante ou difficile. On constate qu'il y a beaucoup de consultations de masse, ça c'est une chose, mais au-delà de ces consultations de masse, quelle est la prise en charge de ces patients? Ça, c'est un autre problème qui est fréquent. Et il y a des actions quelquefois spécifiques, mais qui sont en rapport avec les différentes spécialités autour des différentes associations. Alors, c'est dire que l'approche en responsabilité sociale existe bien au Sénégal, elle est là, elle est mise en avant. Le problème qu'on peut constater, c'est qu'elle n'est pas toujours structurée par rapport à l'adéquation entre l'action et les besoins des populations. Les partenariats, quand on rentre dans le cadre du Pentagone de partenariats que nous partageons tous, ils ne sont pas toujours bien développés. Il y a beaucoup d'actions spontanées dans le social, mais est-ce vraiment des impacts de responsabilité sociale? Donc, l'impact ou la réponse aux besoins des populations n'est pas toujours démontré. C'est pour terminer, c'est de poser la question, quel développement pour la responsabilité sociale au Sénégal? Je pense qu'il faut mieux institutionnaliser cette mission de nos UFR, de nos établissements, avec un développement formel dans le cadre de notre pentagone de partenariat, avec des interactions, la prise en compte des indicateurs de santé qui doivent être mieux partagés, mieux connus, mais également avec une planification des différentes actions validées. Souvent, on se rend compte qu'il y a des actions sociales qui sont faites, mais qui vraiment n'étaient pas planifiées, ce qui fait que l'impact est beaucoup moins important. Il faudrait partager très tôt avec les étudiants le concept de responsabilité sociale dès le niveau licence, enclencher des travaux de recherche, des travaux de thèse en responsabilité sociale, passer par les incubateurs et penser également à un référentiel d'évaluation pour la responsabilité sociale qui permettrait donc d'amener encore beaucoup plus de structuration dans cette approche. C'est dire que donc, il y a beaucoup d'actions. La responsabilité sociale est bien là, bien présente dans toutes les facultés. Toutes les facultés peuvent démontrer des actions en responsabilité sociale, mais il reste encore tout un dispositif pour une meilleure structuration. Voilà ce que je voulais dire de façon très synthétique sur la responsabilité sociale au Sénégal. Je vous remercie. Merci infiniment, professeur Chekna. Merci beaucoup d'avoir respecté le timing aussi. Jusqu'ici, c'est vraiment fantastique, et aussi bien dans la forme que dans le contenu. Et on voit qu'il y a déjà de belles pistes à développer et que la responsabilité sociale commence à percoler et de manière très concrète sur le terrain. C'est fantastique. Je rappelle aux nombreux participants qui nous suivent à distance qu'ils peuvent d'ores et déjà poser des questions. Nous sommes plus de 60 à participer à ce webinaire. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi, c'est fantastique. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions que notre secrétaire général, Ahmed Maherzi, se fera un plaisir de répercuter tout à l'heure. Mais donc, sans plus attendre, puisqu'on respecte le timing, je vais essayer de le respecter aussi. Et donc, je vais céder la parole au professeur Adama Sanou, s'il veut bien ouvrir sa webcam et son micro. Et le professeur Adama Sanou
je pense, il était professeur titulaire de chirurgie générale, si je ne m'abuse, vice-président chargé de la recherche et de la coopération internationale. Enfin, j'en passe et des meilleurs, mais il est surtout maintenant donc vice-recteur de l'université Joseph Kiserbo à Ouagadougou. On le connaît depuis longtemps. C'est un fervent participant et suiveur et moteur de la responsabilité sociale. Il était déjà au congrès de Bruxelles, entre autres. Je m'en souviens bien. Enfin, voilà. Vous avez la parole, cher Adama Sanou, et vous avez aussi 10 minutes à partir de maintenant. Merci d'avance. Merci, Paul. Merci, chers collaborateurs, de me donner la parole là pour parler devant nos distingués invités de responsabilité sociale, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Alors, en tant qu'ancien doyen de faculté de médecine et maintenant vice-président chargé de la recherche et de la coopération internationale dans mon université, mais aussi en tant que membre actif de la CADMEF et de la CIDMEF et chirurgien sur le terrain, je peux dire que les facultés de médecine et les universités dans les pays africains ont un rôle clé dans la construction d'une société plus inclusive et résiliente. En effet, il faut dire, comme Cheikhna l'a dit tout à l'heure, que plusieurs actions sont déjà mises en œuvre concernant la responsabilité sociale, mais la difficulté, c'est qu'elles sont ni capitalisées, ni comptabilisées dans un répertoire précis. En outre, d'autres actions sont possibles et doivent être considérées comme en fait le devoir de nos facultés de médecine envers les populations des régions qu'elles couvrent. Alors, Sanou, excuse-moi de t'interrompre, pardon de t'interrompre, tu n'as pas de présentation à partager, hein? excusez-moi, je la partage, Ok, ma je suis présentation. désolé de t'interrompre, mais ce serait dommage de ne pas en profiter puisque tu as fait ce travail. Merci à toi, excuse-moi encore. Merci. Alors donc, permettez-moi de vous parler de 7 groupes d'action que les facultés de médecine devraient pouvoir mener pour vraiment bien focaliser leurs responsabilités sociales. Et je me baserai sur le pentagone du partenariat de la responsabilité sociale et également sur ma petite expérience dans la formation et la recherche en sciences de la santé. Alors, le premier groupe d'action, c'est les besoins locaux des populations qui doit être prise en compte. En fait, déjà, le fait de prendre en compte les besoins locaux des populations est une responsabilité sociale particulière. En effet, il faut développer des formations qui sont adaptées. Nous savons tous qu'en Afrique, plusieurs types de formations sont calquées sur les formations en Europe avant d'être réorientées. Donc, il faudrait des relectures des curricula pour les orienter vers les besoins de nos populations. Il faut prioriser les recherches qui sont orientées vers des solutions qui sont vraiment concrètes sur les problèmes des populations, mais tout cela demande qu'il y ait un renforcement de la collaboration vraiment particulier avec les populations. Et pour arriver à le faire, nous devons donc prendre en compte les priorités qui sont éditées par les gouvernements. Donc, nous devons travailler en parfaite collaboration avec les gouvernements, mais aussi il faut aller vers les populations, vers les communautés pour pouvoir recueillir leurs besoins. Le deuxième groupe d'actions qu'il faudrait mener, c'est prendre en compte l'égalité d'accès à l'éducation. Ce qui est fait, effectivement, parce qu'il existe, par exemple, des programmes de bourse qui sont déjà fonctionnels, mais l'université, la faculté de médecine doit les pérenniser, doit faire un plaidoyer pour garder ces programmes de bourse et d'aide aux étudiants qui sont les moins favorisés. Et dans le même ordre d'idée, il faudrait continuer à décentraliser l'enseignement et la recherche dans des antennes universitaires dans les zones qui sont des zones rurales pour toucher le plus de population possible. L'exemple du Bénin tout à l'heure est très édifiant. Et chez nous, nous avons aussi des facultés de médecine qui ont été ouvertes à Ouaguia, par exemple. Et la dernière en date, c'est celle qui sera ouverte, qui est ouverte plutôt cette année à Fadangoma, qui va permettre de rapprocher l'enseignement des différentes populations qui sont éloignées des zones urbaines. Alors, il faut également promouvoir un apprentissage inclusif par des formations en ligne, des formations hybrides pour élargir l'accès à l'éducation, en particulier pour les femmes et les jeunes
dans les régions qui sont des régions reculées. Un autre élément important, c'est la prise en compte du développement. Il faudrait que nous puissions arriver à promouvoir des campus éco-responsables qui reposent sur des énergies renouvelables, qui reposent sur la gestion vraiment concrète et saine des déchets et qui reposent sur des énergies efficientes. Alors, je prendrai l'exemple de l'université Joseph Kizerbo où j'officie. Cette université a développé un plan d'aménagement qui est actuellement en cours de validation où l'éco-responsabilité est vraiment prise en compte. Je crois que c'est un exemple à développer dans les différentes facultés de médecine. Il y a aussi la sensibilisation écologique qui doit être continue en intégrant des cours sur le développement durable dans les curricula pour former des citoyens et des professionnels conscients des enjeux environnementaux. La difficulté, c'est que nous sommes trop rigides sur nos curricula et nous avons souvent peur d'introduire le changement pour pouvoir nous adapter à ce qui est le mieux. Pour pouvoir être plus responsables, je crois que nous devons accepter d'évoluer sur nos curricula. À côté de ces actions, il faut aussi développer, participer et contribuer au développement économique. Et ce point de vue est particulièrement important dans les sociétés africaines et les universités, et plus particulièrement les facultés de médecine, devraient être soutenues par des structures spécifiques dédiées, comme par exemple dans notre université, la vice-présidence chargée de la professionnalisation et des relations avec les entreprises au niveau de l'université Joseph Kizerbo. Cette structure, elle s'occupe de l'entrepreneuriat social. Par exemple, cet entrepreneuriat social va se développer en créant des incubateurs, des programmes d'accompagnement pour les étudiants et des chercheurs qui souhaitent lancer des projets d'entrepreneuriat qui sont au service des communautés. C'est vraiment une preuve de responsabilité sociale. Ce qu'elle fait également, c'est de développer les partenariats avec les entreprises locales pour favoriser la collaboration avec les industries, par exemple, et adapter les formations en stimulant la création d'emplois dans les régions. Et pour finir, à ce point de vue, cette structure permet la valorisation des savoirs locaux pour un développement endogène. La santé, bien sûr, et le bien-être des communautés doivent être pris en compte. C'est ce qui a été démontré tout à l'heure par les actions menées au Sénégal. Et j'insiste vraiment sur le fait qu'il ne s'agit que d'une petite partie, la santé et le bien-être des communautés. Et nous devons pouvoir développer cela en participant aux soins, en rendant les soins accessibles par des campagnes, par exemple, de gratuité, par des stages ruraux. J'ai moi-même fait un stage rural depuis, alors je dirais, 1997, quand j'étais en 6e année de médecine à l'université de Ouagadougou. J'ai fait mon stage rural dans la zone de Léo. Ça m'a permis de voir que je pouvais avoir une idée claire de ce qui se passe sur le terrain avant même ma soutenance de thèse. Et je sais que j'ai participé, comme il a été démontré tout à l'heure, à rendre les soins plus accessibles. Alors, il y a bien sûr la sensibilisation qu'il faut faire par l'éducation des communautés et je pense que les étudiants peuvent participer pleinement à cette sensibilisation-là. Alors, un autre élément particulier qui quand même devrait être pris en compte, n'est pas souvent pris en compte, mais c'est l'éducation citoyenne en introduisant des cours et des ateliers sur la gouvernance, la démocratie, les droits humains, la résolution des conflits pour renforcer la cohésion sociale. Ce qui se passe, c'est que quand un étudiant finit sa formation et qu'il est envoyé, par exemple, médecin dans une région, ce monsieur fait partie des notables de la région. Donc, s'il est formé sur ces éléments, il participe à la cohésion sociale, ce qui permet, encore une fois, d'améliorer la responsabilité sociale de nos facultés et de nos universités. Cela se voit aussi sur la médiation locale et finalement la diversité culturelle, le dialogue interculturel, les activités extra-académiques doivent être vraiment multipliées dans nos facultés. Alors, pour le dernier groupe d'intervention, le développement des capacités institutionnelles va passer par la coopération
internationale qui permet d'échanger les expériences et d'améliorer nos capacités à répondre aux besoins de la population par la formation. Il faut donc introduire des innovations technologiques dans la formation, dans l'apprentissage de nos métiers et faire une évaluation continue par la mise en place de mécanismes d'évaluation réguliers de l'impact que nous avons sur le développement de la société. C'est ce qui n'est pas fait, donc nous n'avons pas de répertoire, nous n'avons pas de suivi, nous n'avons pas d'évaluation et c'est ce sur quoi nous devons travailler. En conclusion, je peux dire que les universités africaines font des actions qui sont des actions importantes, mais d'où nous devons travailler à les répertorier, à les développer pour avoir un moteur de transformation sociale qui soit mis en place et qui prenne en compte les besoins de la communauté au cœur de laquelle nous évoluons. Et j'aime bien cette image, je crois, qui a été dessinée par Charles Bollen, qui explique que l'université doit sortir de ses colonnes pour pouvoir s'ouvrir vers la communauté, comprendre les besoins avec une approche inclusive, innovante et durable. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Adamassanou. Merci à toi. Fantastique, hein? Moi, j'ai rarement vu des orateurs qui respectent stricto sensu le timing qui leur est imposé. Donc, bravo pour ça. Bravo, bravo, bravo. Et donc, sans plus attendre, je vais demander maintenant à tous les panélistes d'ouvrir le webcam, mais pas leur micro. Et nous accueillons et nous voyons maintenant aussi Ahmed, notre secrétaire général, qui va animer la suite des échanges par rapport aux questions posées. Donc, je rappelle que vous pouvez continuer à poser des questions, Ahmed, si tu es d'accord, et que les panélistes peuvent réagir aussi. Et éventuellement, si l'un ou l'autre veut rajouter l'un ou l'autre commentaire, il peut se manifester en levant la main physiquement. On va être attentif à ça, ou en levant la petite main électronique qu'on peut agiter au bas de l'écran des Zooms. Voilà, donc nous avons une demi-heure, nous avons respecté le timing, nous avons largement une demi-heure. On terminera le webinaire par la synthèse de Joël et le mot de la fin par Charles. Ahmed, tu as la parole. Merci à toi. Merci Paul, merci à tous les panélistes. Donc vraiment, on a eu une vision un peu par rapport à une action concrète qui a été menée à Parakou, des perspectives par rapport à un pays qu'est le Sénégal et des perspectives encore plus approfondies par rapport à un continent, en tout cas du moins ce qu'il en est, l'Afrique, telle que ça a été présenté par Adama. Alors j'ai des questions. Les deux premières questions sont pour Sakpata et Holden. Alors la première c'est... je me demandais s'il y avait un accent particulier mis sur l'interprofessionnalisme durant les stages. Et je te donne immédiatement la seconde, comme ça je vais laisser répondre et compléter. Est-ce que ces stages en zone ont encouragé la rétention des étudiants en zone? Sakpata et Holden, vous ouvrez mon micro. Alors, merci Ahmed, on va faire bref. En ce qui concerne la dimension interprofessionnelle, ça c'est une initiative qui est prise au niveau central de notre université où le rectorat de l'université de Parakou organise ce qu'on appelle les camps citoyens. Et dans cette perspective toujours de responsabilité sociale à un niveau plus élevé, il y a un appel à candidature qui est lancé au niveau de toutes les entités et la faculté de médecine a le lead, ça il faut le reconnaître, mais aussi la faculté d'agronomie, la faculté des lettres, où pour cette édition de décembre 2024, où ils sont allés sur le terrain pendant une semaine, les étudiants en médecine se sont occupés de la sensibilisation sur le diabète, l'hypertension, les méthodes d'autodépistage de cancer du sein, pendant que les étudiants de la faculté des lettres se sont occupés des questions de médiation. Tout ça, ils sont encadrés par des enseignants des dites facultés désignées. Et puis ceux d'agronomie, on travaille un peu sur le concept du One Health. Tout ça là, avec des cohortes qui sont constituées d'étudiants et d'enseignants des mêmes entités, mais par groupe. Donc, dans un groupe, on a la fac de médecine, la fac d'agronomie, la faculté des lettres, plus les enseignants, et ils sont déployés sur une zone. Donc, ça, c'est au niveau central. Maintenant, pour ce qui concerne la deuxième question, je l'ai noté, mais ça m'a échappé. La rétention des étudiants. La rétention des étudiants. Alors, nous l'avons dit dans le travail, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue de ce stage en zone, où on a envoyé 95, ils sont 63% qui, de manière sincère,
ont, ont avoué dans le questionnaire qui a été soumis une fois par an pendant 3 mois qu'ils étaient prêts à être recrutés par les centres où ils ont fait les stages si cela leur était proposé. Mais ce que nous avons fait, c'est qu'on ne s'est pas limité à garder ce travail au niveau de la fac. On l'a envoyé au ministère de la Santé et là, il y a un recrutement massif qui est fait et ça a été fait aujourd'hui. La session s'est tenue aujourd'hui où ces étudiants ont justement été redéployés dans ces centres dans le cadre d'un projet qu'on a appelé Combler les écarts. Voilà, cher ami Ahmed, ce que je peux répondre. C'est plutôt réjouissant qu'on en arrive là. Merci. Merci beaucoup, Elden, pour toutes ces informations. Donc, prochaine question pour Chekna. Et les collègues peuvent aussi compléter. C'est une question qui concerne la recherche. Alors, concernant la recherche, est-ce que la dimension de responsabilité sociale est prise en compte dans le choix des sujets? Et est-ce qu'il y a une grille d'évaluation pour évaluer dans quelle mesure une thèse ou une recherche est compatible avec les enjeux de responsabilité sociale? Chekna, je te laisse répondre. Éventuellement, les autres collègues peuvent également compléter. Oui, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire matérialiser, valider le concept de responsabilité sociale nécessite quand même de revenir quelquefois à certains référentiels. Ne pas rester en se disant que toutes les actions sociales sont des actions de responsabilité sociale, là est le problème. Mais je pense que c'est tout ça que nous devons tous ensemble structurer. Développer la recherche en responsabilité sociale, mettre en place des incubateurs afin qu'on arrive vraiment à quelque chose de solide en matière de responsabilité sociale. Donc, je pense il y a encore de la structuration à faire et développer ce volet de recherche en responsabilité sociale est très important. Alors, Chekna, peut-être moi pour compléter, bon, on sait que la recherche, essentiellement, celle qui ramène de l'argent, c'est la recherche fondamentale. Et la recherche sur le terrain, souvent, c'est difficile d'avoir les moyens. Donc, comment sensibiliser pour encourager cette recherche-action sur le terrain auprès des communautés? Ben, moi, je pense qu'il faut, à ce moment, développer au mieux notre pentagone de partenariat avec les autorités. Parce qu'en fait, cette recherche-action, cette recherche opérationnelle est forcément productive. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, même en s'appuyant avec le e-santé, la télémédecine et tout, qui permettraient d'avoir des projets de recherche vraiment très porteurs. Mais il faut bien sûr, à mon avis, bien intégrer toutes les parties prenantes. Merci, Chekna. Alors, une question pour Adama. Adama, alors sachant que tous les collègues qui ont posé des questions vous remercient vraiment pour la qualité des présentations. Alors, Adama, comment peut-on mieux conceptualiser le partenariat en responsabilité sociale pour qu'il ne soit pas seulement un cadre technique, mais aussi un véritable espace de co-construction et de transformation? Alors, merci. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que malheureusement, nous avons quand même quelques résultats de recherche qui restent dans les tiroirs. Et je crois que le gros problème, souvent, c'est que certaines recherches ne sont pas vraiment orientées sur des besoins des populations. Je prends l'exemple du Burkina Faso. Ce qui a été fait cette année, c'est qu'il y a eu des pistes qui ont été édictées par le gouvernement qui a fait une réflexion sur les besoins des populations, les besoins du pays. Donc, il y a cette liste de besoins particuliers, de filières importantes qui a été édictée, et c'est sur cette base que nous allons essayer d'engager des recherches. Et donc, c'est ce que je disais, il faut obligatoirement que nous ayons un répertoire des besoins des communautés, et pour cela, il y a un travail préliminaire à faire. Donc, le partenariat va se faire avec les entreprises qui peuvent répondre à ce genre de besoins. C'est vrai qu'il y a de la technique dedans, mais on est obligé de passer par là. Et cette technique-là est à orienter dans toutes les disciplines. C'est ce que je peux dire pour répondre à la question. Merci, Adama. Alors, prochaine question qui s'adresse à vous en tant que vous êtes les trois anciens doyens. Alors, l'institutionnalisation de la responsabilité sociale signifie des changements au niveau de la gouvernance. Alors, on aborde surtout la responsabilité sociale à partir des expériences du terrain. Les panélistes auraient-ils des pistes d'action à réaliser au niveau des gouvernances? Je ne sais pas si Adama, tu peux y aller, puis éventuellement Chekna ou Holden pour compléter. Alors, au niveau des gouvernances, je crois que nous avons besoin de beaucoup de flexibilité. J'en ai parlé tantôt. Nous avons une tendance à être très rigide
et à ne pas vouloir prendre en compte les modifications, les changements de ce que nous faisons. Alors que pour être vraiment responsable dans nos localités, nous sommes obligés de nous orienter vers les besoins. Et pour nous orienter vers les besoins, il faut que nous acceptions de tout remettre sur la table. Ça demande que la gouvernance change et soit plus ouverte à la modification. C'est ce que je peux dire. Oui, oui, bon, effectivement, je pense qu'il faut changer largement d'approche et être vraiment ouvert. Et l'exemple que je donne souvent, c'est que, et ça se vit assez facilement dans les UFR régionales, c'est de se dire, on est installé, qu'est-ce qu'on fait? On ne partage même pas quelquefois les indicateurs de santé. On n'a même pas le retour ou l'expression réelle des besoins du ministère de la Santé. Donc, chacun se retrouve en train de travailler à sa manière, sans partage de fonds. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une approche très inclusive où toutes les parties vont pouvoir être là, changer quelquefois le métaprofil de formation de certains des médecins généralistes pour s'adapter au mieux aux besoins. Ça s'est vu dans certains cas où je parle avec mon ami Sanou, on a vu les chirurgiens qui sont amenés à capaciter en fonction de besoins certains médecins pour certains types d'interventions et autres. Donc, c'est possible. Je pense qu'il faut vraiment qu'on formalise beaucoup d'actions, mais vraiment de façon très formelle, au lieu de laisser quelquefois des initiatives individuelles. Donc, c'est important qu'une UFR ait un projet de responsabilité sociale bien planifié, qu'une université également en ait, et de façon inclusive. Ça rejoint le One Health, ça rejoint beaucoup de choses. Je pense qu'il faut vraiment aller à une institutionnalisation de la responsabilité sociale, ne pas la mettre en annexe. Alors, je voudrais juste donner un petit complément. Je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait vraiment, dans le sens de l'amélioration de la gouvernance, une meilleure collaboration entre les ministères de la Santé et les ministères de l'Enseignement. Parce que, en fait, les ministères de l'Enseignement forment pour les ministères de la Santé. Mais s'il n'y a pas vraiment une bonne discussion entre eux, ben, on ne sait pas vraiment finalement pour qui telle forme et qu'est-ce que l'autre emploie. Donc, c'est aussi quelque chose d'important, une bonne ouverture entre les deux ministères et une bonne collaboration avec une communication améliorée. Merci. Merci beaucoup, Adama. Je reviens vers Holden et Sakpata par rapport à une question qui concerne le volet interprofessionnel. Est-ce que les collaborations sont organisées avec les autres professionnels de la santé, tels que les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les nutritionnistes, les infirmières, etc. Holden ou Sakpata, à vous. Merci Ahmed. Alors, ça, c'est ce qui a commencé par être fait au niveau en termes de perspective. C'est-à-dire qu'on est parti des étudiants, on a porté cela au niveau des enseignants et ce qui a été fait, et là, ça vient d'être finalisé, c'est que désormais, que ce soit confié aux différents chefs de département qui, sur un système de zonage où par zone, on cible les problèmes, on a constitué des équipes. J'ai reçu aujourd'hui, comme par hasard, et ils sont connectés d'ailleurs, le chef du département mère-enfant, parce qu'on s'apprête à déployer à près de 61 km d'ici, une équipe de pédiatres, de gynécologues, de sages-femmes, de psychologues, de dermatologues, pour aller régler des préoccupations qui ont été remontées par les populations via le directeur départemental de la santé. Donc, c'est comme ça qu'on procède désormais, en sachant que tout cela a un coût. La faculté a essayé de trouver une ligne budgétaire pour cela. Il est question maintenant qu'on se fasse aider par le bureau régional de l'OMS et tous les partenaires qui veulent s'y associer pour nous aider à y arriver. Mais comme je disais tantôt, non seulement on est resté dans le secteur de la santé, mais il y a au niveau du rectorat, eux, ils sont allés au-delà puisque le concept a fait l'effet attendu. Et donc, le rectorat s'est rapproché des mairies et des communes et chaque maire a posé son problème. Et c'est comme ça qu'on est sorti au niveau central du cadre de la santé pour aller vers les autres facultés qui sont sur le campus. J'espère avoir répondu. Je ne sais pas si ça peut ajouter. Il reste un bon 20 minutes à mettre pour les questions-réponses. Impeccable, impeccable. Juste un peu pour aller dans le sens de Holden, je pense qu'on a une grande responsabilité au niveau des facs de médecine par rapport à la formation qu'on donne.
Et souvent, on oublie que ce volet de la responsabilité sociale est transversal et que quand on évalue un peu l'impact à la fin, les médecins ne pourront pas jamais travailler seuls sans vraiment le partenariat avec les autres professionnels. Donc, c'est très important de partager un peu ces valeurs avec les autres professionnels et non pas uniquement rester dans le tour d'ivoire des facultés de médecine. Alors là, c'est une question qui concerne aussi tous les panélistes. Et Holden, tu peux commencer, puis les autres pourront compléter. Est-ce que ces initiatives de responsabilité sociale sont obligatoires ou non? On a compris que les stages en zone sont pour tous les étudiants. Et d'autre part, Chekna avait dit qu'il y avait des actions volontaires des étudiants, ce n'était pas très structuré. Donc, comment vous voyez un peu les choses et quelles recommandations vous proposez? Je vais être très bref en citant un collègue soudanais que j'ai visité récemment et qui me dit qu'il pense qu'aujourd'hui, que l'excellence d'une faculté de médecine et des écoles de santé se mesure à sa capacité à être socialement responsable et non à la qualité de l'enseignement qui est délivré. Donc, si on me demande mon avis, nous sommes les derniers férus de la responsabilité sociale. Je vois le faciès de mon maître Cherna qui se détend et qui me sourit. Donc, nous sommes à fond dedans et je pense que c'est obligatoire. Obligatoire, mais avec douceur, où on peut former les jeunes étudiants qui, une fois sur le terrain, deviennent encore socialement responsables en acceptant d'aller dans ces zones dites reculées et desservies aujourd'hui. C'est mon opinion. Je ne sais pas ce que pense la jeune collègue, le docteur Sapata. Patata. Bon, je dirais que je partage la même opinion que mon maître. Merci. Est-ce que Honnêtement, j'aimerais dire quand même quelque chose parce que je crois que c'est. Je partage l'avis de Holden, mais je crois que c'est obligatoire. Mais on va arriver à le faire comprendre que lorsque nous aurons distillé cette information depuis la première année de médecine. Il ne faut pas attendre que les gens arrivent en 7e année pour les envoyer en stage rural pour qu'ils comprennent que c'est obligatoire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il va falloir vraiment être flexible dans nos programmes. Quand vous discutez, quand il y a eu la vague LMD, dès qu'on a commencé à parler aux enseignants, ils disaient non, 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 mon enseignement ne peut pas se faire en 60 heures, c'est obligatoirement 100 heures. Mais aujourd'hui, si vous allez leur dire qu'il faut que l'on inclue dans les curricula dès la première année un petit module pour la responsabilité sociale, ils seront peut-être réticents, mais je crois qu'au bout de quelques années, on va comprendre que l'étudiant qui arrive en 7e année, vous n'aurez même pas besoin de lui expliquer qu'il doit aller en stage rural, qu'il doit être éco-responsable, qu'il doit faire telle ou telle action. Ça coulera de source. Merci. Oui, oui. Charles, Oui, moi, dans le même ordre d'idée, je pense qu'en termes de médecine humaine, la responsabilité sociale reste au centre de la démarche. Parce qu'en fait, c'est l'impact, c'est le besoin des populations. Donc, il faut qu'on accepte de changer de standard et remettre la responsabilité sociale au centre de beaucoup dans nos actions et vraiment et avoir une bonne planification. Moi, ce que je déplore un peu, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives personnelles et qu'on ne voit pas toujours tous les bienfaits et on peut faire mieux. Charles, à toi. Charles, à toi et ton micro. Oui, oui, sur cette question d'obligation, évidemment, le terme n'est pas heureux parce que nous sommes vraiment dans la l'éthique essentielle sur notre rôle face à la société. Il faut dire que là où les facultés de médecine ont eu un impact dans le monde, eh bien, premièrement, le doyen est à la commande. Il est le patron et il dit c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Non seulement c'est une décision personnelle, mais c'est entraîné par un plan stratégique de développement de la faculté de médecine. Donc voilà, c'est un investissement, comme disait Chekna, un caractère d'institutionnalisation de l'affaire. Deuxième constatation, là où il y a un impact, c'est que les étudiants, comme dit tout à fait Adama, sont formés dès la première année. C'est dès la première année et tout au long des années, il y a une activité de responsabilité sociale de façon à ce que l'étudiant soit toujours en face de la référence principale. Parce que l'autre référence qui est je dirais, en concurrence, c'est la technologie. Dès que l'étudiant est face à une technologie, le raisonnement peut devenir différent et on est déjà en train de réfléchir à quelle spécialité on va se donner. Donc voilà,
je reprends toujours l'exemple du cornichon. On peut prendre un cornichon dans le jardin et le mettre dans le vinaigre pendant une journée, mais ça ne suffira pas. Il faut le laisser très longtemps pour qu'il prenne toute la saveur. C'est pareil que l'étudiant en médecine. C'est une exposition, si vous voulez, très proche, très débutante, très précoce et longitudinale. Très bien. Alors, moi, j'ai encore beaucoup de questions, donc je vais vous demander des réponses brèves, courtes et pertinentes. Alors, une autre question qui concerne aussi les étudiants. N'y a-t-il pas nécessité de réflexion à mener avec les étudiants sur une action au niveau de la médecine spécialisée hospitalière, gouffre financier et facteur de paupérisation extrême des familles? Alors, Adama, peut-être en tant que chirurgien, tu pourrais nous répondre éventuellement à compléter. Alors, gouffre financier, donc je crois qu'il y a des actions là-bas aussi au niveau de la spécialité qui sont menées et qui sont importantes. C'est vrai que c'est vraiment coûteux la formation des spécialistes, mais ils sont indispensables à la santé des populations. Alors, j'avais un exemple sous la main. Nous sommes en train de terminer aujourd'hui même le congrès de la West African College of Surgeons, où les Ivoiriens ont présenté le bilan de, je crois, 4 années de campagne d'intervention chirurgicale dans les régions avec les résidents parce qu'ils ont commencé il y a 3 ans avec juste quelques résidents. Aujourd'hui, ils ont une vingtaine de résidents et ils ont opéré à peu près 1000 personnes. Donc, vous avez des gens qui n'auraient jamais pu avoir vraiment accès à ces soins-là au temps où ils en ont besoin. Donc, si vous voulez, je pense que c'est vrai que c'est cher, c'est un gouffre financier, mais là aussi, je crois que pour la spécialité, il faut une intervention forte pour que les actions soient menées vers la population. Et c'est, je pense, encore plus facile à ce niveau-là parce que leur niveau de compréhension est plus élevé et ce sont des gens qui sont déjà dans la société, qui participent à la vie de la société. Oui. Moi, je voudrais un peu aller dans le même sens. De toute façon, les spécialistes, même si c'est cher, en tant que spécialiste, on aura besoin des spécialistes, donc on va défendre les spécialistes. Mais je pense que c'est revoir un peu à la base le méta-profil du médecin généraliste que l'on forme, qu'on devrait capaciter aux besoins réels du terroir. Ainsi, il serait capacité aux principaux problèmes des populations, quelle que soit la spécialité, et ça ferait une première ligne, en tous les cas un premier rempart. Ça désengorgerait un peu le dispositif et il y aurait des réponses directes pour les populations. Donc, au lieu de continuer à former toujours et systématiquement le même type de médecin de la même manière, quelquefois, il faudrait pouvoir avoir quelques petites entourses qui permettent de répondre à capaciter le médecin généraliste de base face aux réels problèmes de la population. Et ça, on peut le faire. On peut le faire. Absolument. Et d'ailleurs, pour aller un peu dans ton sens, Chekna, le généralisme revient de plus en plus au premier plan actuellement. Et effectivement, en dehors des stages hospitaliers, les stages en communauté, les stages en première ligne doivent être autant priorisés que les stages hospitaliers. Je pense que ça peut encourager tout ce volet-là. Alors, une autre question maintenant pour Holden. Avez-vous aussi mis en évidence des différences entre la manière dont sont enseignées les pathologies et la manière dont la population voudrait qu'on réponde à leurs besoins sur ces pathologies? Je dirais, enfin, Holden, ça s'est coupé. Je sais Il y a pas une si… coupure. Chekna, tu peux enchaîner le temps qu'Holden par rapport à cette Oui. question? Oui, je pense qu'il y a des différences. Il y a de grosses différences, en tous les cas, dans le mode d'enseignement que l'on a et que l'on fait, où on a encore malheureusement tendance à privilégier encore l'apprentissage par objectif par rapport aux compétences et on est un peu, quelquefois, un peu en déphasage sur certains aspects. Je pense que il y a quand même, il faut qu'on aille beaucoup plus vers les compétences, ça nous aiderait plus et ça mettrait plus l'étudiant en situation plutôt positive et active d'emblée. Moi, je pense qu'il y a quand même quelques différences. Il faudrait qu'on y pense pour pouvoir améliorer cette approche. Impeccable. Adama, je reviens vers toi le temps que Holden nous rejoigne par rapport à une autre question et qui va dans le sens du partenariat. Dans ces dynamiques de responsabilité sociale, comment s'assurer que les communautés ne sont pas simplement des bénéficiaires,
mais des acteurs décisionnels dans l'élaboration des formations et des recherches. Donc ça, je crois que c'est très important. Ça revient encore à la question de la gouvernance, c'est d'accepter de demander à la population, à disons, à un échantillon de la communauté, et ça repart sur, ça prend en compte un peu la réponse tout à l'heure de Chekna, arriver à accepter de demander à un échantillon de la communauté comment elle voudrait qu'on la prenne en charge. Et c'est sur la base de ces éléments-là que nous allons reformuler les modules d'enseignement pour que nous puissions avancer. Vous savez, on est parti du dessin où le médecin était le Tout-Puissant, le décès est la volonté de Dieu, et on arrive maintenant dans un paradigme où on se demande pourquoi il y a eu le décès. Donc aujourd'hui, il faut arriver à écouter les populations, écouter les communautés. Donc ces partenariats-là, les partenaires devraient faire partie de groupes où les communautés sont représentées pour que nous puissions nous orienter et refaire nos formations. Ahmed lui-même a fait une proposition d'un modèle à Montréal qui m'a beaucoup séduit. Peut-être qu'il en parlera après. Merci. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler. Là, j'ai 3 questions intéressantes et je ne sais pas combien de temps il nous reste, Paul. Alors, idéalement, il faudrait terminer les réponses à 19h13, donc il reste encore 5 minutes pour laisser la place au programme qui est prévu. Très bien. Donc, je Bon, vais rebondir. Holden, Oui. je vais revenir vers toi par une autre question. Ne faut-il pas intégrer la responsabilité sociale dans tous les enseignements plutôt que dans un enseignement particulier? Bon, c'est des approches différentes, mais je pense que les deux sont complémentaires. Soit on en fait un module, mais alors là, je pense qu'en faire un module permet d'embrasser la chose dans sa globalité. Et une fois que le concept est compris, c'est que l'apprenant, futur médecin, quelle que soit sa spécialité, comprend de quoi on parle et dans sa discipline, sa spécialité, mais dans sa médecine de tous les jours, est socialement responsable. Ça me paraît une approche plus efficace que de dire aux dermatologues d'aller enseigner la responsabilité sociale perçue par un dermatologue, comment est-ce qu'un chirurgien perçoit cela et comment est-ce que le psychiatre percevrait cela. Mais ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce qu'en pensent les collègues. Alors, je vais passer aux 2 dernières questions, questions courtes pour chacun. Adama, vous ne croyez pas que la meilleure façon pour arriver à l'interdisciplinarité serait de passer de la fac responsable à l'université responsable? Alors, je suis en plein dedans parce que j'ai quitté la vision de la faculté de médecine et aujourd'hui, je suis à la vision de l'université en charge sur la responsabilité, la recherche. Et je pense qu'on ne peut pas se focaliser sur une seule faculté. Et lorsque j'ai commencé à parler de responsabilité sociale à l'université Joseph Kizerbo, j'ai vu surgir d'un peu partout, de toutes les facultés, des choses que les gens font déjà et qui sont vraiment orientées responsabilité sociale. Donc, il faudrait que ce soit porté par le premier responsable de l'université et que ce soit distillé dans toutes les facultés pour que ce soit vraiment quelque chose de pertinent et pérenne. Dernière question, Chekna. En tant que doyen de faculté de médecine en Afrique, quels sont vos principaux besoins pour exercer efficacement votre rôle de leader? Aux 3, réponse courte. Le rôle de leader, il faut être leader. Il faut avoir une vision pour pouvoir aller de l'avant, une vision positive et savoir être très inclusif, c'est tout. Moi, je pense que c'est ça. Holden? Je pense que, comme l'a dit Chekna, il faut y croire en fait. Il faut comprendre ce dont il est question. Il faut y croire et s'y mettre. Et les médecins que nous sommes avons cette particularité d'être particulièrement compatissants et empathiques. Donc, dès qu'on se rapproche des populations, on se rend compte rapidement que pendant longtemps, on a été à côté des préoccupations réelles en matière de santé, d'approche et de compréhension. Et si on veut être efficace dans les soins qui sont apportés, on est obligé de passer par là. Adama, réponse très courte. Donc, il faut avoir une vision, un objectif, mais il faut savoir écouter et prendre en compte et être flexible pour avancer. Absolument. Et je terminerai en disant, je pense que l'accréditation peut être un levier important pour forcer un peu les leaders à intégrer ces concepts de responsabilité sociale. Je voulais remercier tout le monde. Il y a encore des questions, donc je m'excuse pour ceux pour lesquels on n'a pas rapporté toutes les questions. Un grand merci pour cette discussion. Et Paul, tu repasses la parole.
Merci beaucoup aux panélistes et merci aux gens qui ont posé des questions. Et je pense qu'avec Mathieu, en tout cas moi j'ai enregistré les questions qui malheureusement n'ont pas pu être répercutées, mais qui va certainement encore nourrir nos réflexions et qu'on pourra partager avec les panélistes d'aujourd'hui. Donc effectivement, l'exercice est parfois un peu frustrant pour ceux qui posent des questions au fur et à mesure. Merci Ahmed pour cette animation dynamique. Et ce n'est pas un exercice facile de répercuter tout cela. Je vais tout de suite céder la parole alors à Joël et lui demander d'allumer son micro et sa webcam. Et Joël est donc le président du comité exécutif responsabilité sociale de la CIDMEF. Et donc, il est médecin de santé publique, épidémiologiste au département d'épidémiologie et de promotion de la santé, je pense au centre universitaire hospitalier de Rouen. Et donc, Joël, merci de faire cet exercice difficile de synthèse de toutes ces riches idées qui ont été émises et ces avis, mais je suis sûr que tu vas y arriver. Vas-y, à toi, tu as Merci 7 beaucoup, Paul. minutes. J'ai combien de temps, Paul, juste? 7 minutes. 7 minutes, très bien. Merci beaucoup. Alors oui, l'exercice n'est pas simple, hein. Donc j'espère à peu près rapporter fidèlement tous les propos, toute la richesse des contenus, des conversations, des présentations, des échanges. Et donc je vais essayer en quelques diapositives de vous présenter une synthèse. Alors évidemment, il faut que ça passe. Alors, quand on regarde un petit peu tout simplement du point de vue donc, des contextes et des enjeux, un mot pour Charles d'introduction que j'ai trouvé extrêmement intéressant et qui est sur la responsabilité sociale en tant que paradigme inversé, c'est-à-dire qu'on part des défis de la société, quelle société d'ailleurs on souhaite, et puis derrière, eh bien, quelles sont les actions à conduire. Donc je trouve que ça rappelle bien et ça campe bien un petit peu cette problématique. La faculté de médecine reste quand même la porte d'entrée, je pourrais dire naturelle, privilégiée, évidente parfois, pour le choix, pour réfléchir sur les actions de responsabilité. Donc, il est sorti de ces propos que la faculté de médecine a vraiment aujourd'hui un rôle clair. C'est probablement une de ses missions de s'engager sur cette politique, ces stratégies de responsabilité sociale à définir. Il y a aussi également, on l'a vu avec la première intervention de nos collègues de Paracou, mais ensuite on en a quand même parlé. Eh bien, on voit bien que les stages dans la communauté, ce qu'à Paracou est appelé dans les zones, on voit bien derrière que ces propos et les discussions qu'il y a eu autour, eh bien, on a des besoins d'expérimentation, on a des besoins d'évaluation, on a des mesures extrêmement importantes aussi sur des mesures d'impact. Et on sait bien que ces mesures d'impact, elles sont complexes, elles sont longues, elles nécessitent des méthodologies assez rigoureuses. Car derrière, il y a aussi, même si on en a, même si la littérature le montre, on a une diversité des milieux ruraux qui est quand même extrêmement forte, qui fait qu'en fin de compte, toutes ces mesures d'impact, et on voit bien que le milieu rural reste quand même, je pourrais, l'immersion privilégiée pour rentrer dans la responsabilité sociale, eh bien, ces milieux ruraux ont quasiment tous leurs particularités, donc ont tous besoin d'être évalués. Les territoires, c'est ce que je disais, l'apport d'action en responsabilité sociale. Et puis, ça a été également alors évoqué, peut-être on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, la place des étudiants dans les démarches, dans les stratégies, dans les décisions facultaires. Et puis, j'ai bien aimé, ça a été souligné, je crois, dans la première présentation, probablement que le Covid, on le voit bien, a eu un effet de dynamiser, un effet accélérateur sur la place des étudiants et sur la responsabilité sociale. Et je crois la perception de ce concept, en tout cas de responsabilité sociale, par le monde étudiant dans les facultés de médecine. Et puis, ça a été dit également, hein, on voit bien que ça a été discuté d'ailleurs sur une approche verticale, horizontale, mais au final, la responsabilité sociale est trop souvent absente et insuffisamment visible dans les curricula. Alors, quand on regarde cette fois-ci plus sur la suite, on l'a vu, l'importance, ça a été dit à plusieurs reprises, l'importance des stages dans la communauté, donc c'est vraiment l'entrée dans la responsabilité sociale. La satisfaction des stagiaires, même si on a des approches qui restent tout de même, au final, quand même très, très cliniques. Je trouve qu'il y avait, ce qui m'a interpellé, la place de la prévention, notamment chez nos collègues de Paracou, appartient à la satisfaction forte des étudiants, je crois, est à souligner. Et puis, ça pose également, et ça a été discuté à plusieurs reprises, eh bien, sur ce qu'on appelle la RSU,
la responsabilité sociale des universités. Elles ont un rôle à jouer de plus en plus. Quel est le rôle, là aussi, quelle est l'interaction, quel est l'appui, quelle est l'aide de l'université, quel est le rôle catalyseur de l'université dans ce développement de responsabilité sociale en santé. Et puis on sait bien qu'on a des liens naturels, les facultés ont évidemment des liens naturels, en tout cas évidents avec l'université, et qu'on voit que cette articulation avec l'université en tant que développement, stratégie de RSU reste aujourd'hui importante et qu'on a besoin là aussi de mieux comprendre, de mieux savoir faire. Il y a un équilibre à trouver entre les programmes officiels et les besoins de la communauté, là aussi la place des communautés dans ces besoins. Et puis il y a des challenges qui sont également là importants et on le voit bien que ces challenges, ils arrivent d'ailleurs extrêmement vite, hein. C'est les apprentissages hybrides, le e-learning, l'éco-responsabilité, l'entrepreneuriat social, la médiation. Alors je ne l'ai pas entendu, mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. L'intelligence artificielle. Intelligence artificielle et responsabilité sociale, c'est quand même une grande question et c'est un gros enjeu à mon avis, sur lequel on devrait peut-être un petit peu se lancer dans la réflexion. Et puis au final, eh bien, on voit que par ces différentes expériences ce soir qui ont été montrées extrêmement intéressantes, passionnantes, eh bien, on a des actions qui sont multiples en responsabilité sociale, mais il reste quand même ce que l'on fait le moins bien. Enfin, on sait à peu près conduire, après valoriser, capitaliser, informer, évaluer aussi. Reste insuffisamment. Donc on voit bien que on a besoin là aussi d'avoir de l'expérimentation, de l'intervention, c'est évident, mais on a besoin, et je crois que c'est extrêmement important, on a besoin de capitaliser, de valoriser. Donc on voit bien, n'oubliez pas cette phrase, la recherche doit toujours être valorisée. Il y a deux étapes dans la recherche. Il y a une première, faire la recherche, et il y a une deuxième étape qui est évaluer et écrire les résultats de sa recherche. Et écrire les résultats de sa recherche, ça reste quand même, on le voit bien, un immense challenge. Alors, j'arrive pas à voir, excusez-moi, je vais juste replacer mon... Alors, sur les perspectives et les pistes de réflexion rapidement, on voit bien qu'on a, et ça a été souligné, ça a été dit, mais enfin, je l'ai bien compris, qu'en définitive, entre avoir des étudiants qui vont faire des stages dans les communautés, je trouve que c'est une approche win-win des facultés de médecine avec ces communautés. Donc on trouve que les communautés, elles en tirent un bénéfice, mais la faculté, dans son positionnement, dans son savoir-faire, dans son expérience, l'acquisition de compétences et de connaissances dans la responsabilité sociale, là aussi, on voit bien que c'est un catalyseur extrêmement important. Donc ce mot win-win me semblait, en tout cas cette approche win-win me semblait extrêmement importante. Ça a été dit, l'ARS, c'est évident, c'est une étape logique vers l'accréditation. Il faut penser à l'accréditation, il faut penser que la responsabilité sociale, ben, ce sont des normes. Aujourd'hui, dans l'accréditation, ben, il y a des normes de responsabilité sociale. Et bien évidemment, il ne faut pas l'oublier, ça a été dit et ça a été discuté. Accélérer, ancrer la place de l'ARS dans l'université, ça reste quand même un challenge important et vers la société. J'en ai parlé, le levier des stages en milieu rural. La notion de recherche, on a besoin en responsabilité sociale, on voit bien, on a besoin de recherche interventionnelle en population avec des méthodes, des approches spécifiques et probablement que sur cette recherche, il y aura probablement, je pense que les sciences humaines et sociales peuvent également nous aider dans cette recherche en RS. Il y a une culture de l'évaluation, là aussi, j'en ai parlé pour valorisation attendue et capitale. Et puis, l'ARS doit être non pas distillée quand on commence à aller en fin de deuxième cycle, voire en troisième cycle dans les stages de communauté, mais probablement inculquée, apprise dès la première année de médecine. Alors, les messages clés, rapidement, et j'en aurai terminé. Mieux institutionnaliser et structurer la responsabilité sociale de l'université, ça c'est évident. Il y a un lien évident avec l'université. Il faut que l'université devienne RSU. La responsabilité sociale au cœur d'une médecine plus humaine et solidaire. Former les médecins de demain, c'est vraiment un challenge en responsabilité sociale, ça a été dit à plusieurs reprises ce soir. Et ça reste un vaste chantier et on voit bien que derrière, dans vos réflexions, dans la discussion, eh bien, le temps est venu probablement d'accélérer. Mais d'accélérer, je pourrais dire, avec de la méthode. Et je crois, et j'insiste un petit peu là-dessus, qu'on a besoin de méthodes, d'approches et d'outils d'évaluation. Et je crois qu'il y a une sorte de capitalisation qui me semblerait extrêmement importante autour d'outils d'évaluation, d'approches, de méthodes qui seraient capitalisés, partagés entre tous ceux qui conduisent des expériences, des expérimentations de RS.
La faculté de médecine a là aussi un rôle de partenariat avec les autres écoles de formation et vers l'interprofessionnalité, c'est évident. Et pourquoi pas des stages de responsabilité sociale qui soient interprofessionnels, pas seulement des étudiants en médecine, mais des étudiants venus d'autres écoles. J'en ai parlé pas mal de ce partage des expérimentations et évaluations. Alors, la place prépondérante des stages dans le milieu rural, on le voit bien, c'est extrêmement intéressant ce soir, extrêmement important. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes, d'autres approches pour rentrer dans l'ARS? La question est posée, mais me reste extrêmement importante. Tout ça pour diffuser la stratégie ARS dans les facultés et dans les écoles de formation. Impliquer, engager les étudiants, là aussi, ça a été rapidement abordé ce soir. Je crois que c'est une véritable question importante. On l'a vu, les étudiants aujourd'hui ont des idées. Les étudiants, il faut discuter avec eux, il faut partager avec eux, il faut proposer, innover avec eux. Et puis, évidemment, vers de nouvelles approches. Et puis, les facultés, c'est le mot de la fin, doivent aujourd'hui en RS innover, impulser, oser, etc. Je vous remercie et j'espère que, Paul, j'ai tout fait ça en moins de 7 minutes. Pratiquement. Mais de toute façon, je suis émerveillé de cette capacité de faire des synthèses et messages clés. Nous avons là un programme pour les années qui viennent avec tout ce qui a été dit et ta synthèse que tu as faite. Bravo à toi, bravo à tout le monde. Le mot de la fin, last but not least, c'est notre président qui a entamé les hostilités. Et puis maintenant, Charles, tu n'as plus 5 minutes, mais tu as en principe 3 minutes. Mais avec l'indulgence, je pense, de tout le monde, on peut te faire quand même crédit de 2-3 minutes en plus. Merci Paul, je pense que je serai encore plus bref que ça. Écoutez, le sentiment général de ce webinaire, c'est un grand sentiment de satisfaction pour 2 raisons. Et je le dis comme président du RIFRES en voyant une perspective d'avenir. Premièrement, il y a de l'espoir. Et l'espoir nous est donné d'abord par cette jeune médecin qui a fait sa thèse en médecine sur la responsabilité sociale à Parakou. Là, je la félicite. J'ai lu son travail, extrêmement bien structuré. Et voilà, la jeunesse qui s'intéresse, qui s'implique. Et je suis sûr qu'il y a sur le continent africain et dans le monde entier beaucoup de personnes de cette nature qui ne demandent qu'à exprimer leur talent en écrivant. Bravo. Voilà, l'espoir. Ensuite, ce que nous ont dit Holden, Shekna et Adama, ce sont aussi des perspectives intéressantes. Et je dirais que l'autre chose que je retiens, c'est cette vision d'avenir. On se projette dans l'avenir. On sait qu'il faut faire mieux et autrement. On sait que ça ne peut pas s'arrêter à transformer un programme d'éducation médicale. On a compris qu'il fallait que l'institution elle-même s'approprie le concept et s'implique et que le leadership s'affirme en montrant la voie, parce que c'est ce que la société certainement attend. Et donc, cette audace, et je dirais même le mot, je pense qu'il faut avoir l'audace de faire de la politique, c'est-à-dire de remettre les choses en question, sainement, scientifiquement, avec beaucoup, évidemment, d'arguments, de façon à convaincre le plus grand nombre. Mais il y a un mouvement qui est en route, et pas seulement dans la francophonie, mais dans le monde entier, et je pense que nous sommes sur une voie formidable. Bravo à tous ceux qui ont participé, ça nous donne beaucoup de courage pour la suite. Merci.